Alors, j'ai été très touchée par les témoignages que j'entends depuis tout à l'heure et je présume que c'est un peu la même chose de votre perspective. J'ai envie de vous dire, le cœur de cette belle institution, c'est bien sûr ces personnes étudiantes, mais c'est aussi les personnes qui les accompagnent. Et je crois que chacun des témoignages a mis en lumière cet accompagnement, ce facteur de proximité, de mentorat également. Et c'est grâce à la passion, au dévouement, je pense qu'on peut parler de dévouement, à la rigueur, à l'excellence de ces professeurs, chercheuses, chercheurs, maîtres de langue, personnes chargées de cours, qui accompagnent l'ensemble de nos personnes étudiantes. En tant que rectrice, bien sûr, je suis particulièrement ravie de les accueillir, de mettre avec vous en lumière cette passion, ce cœur qui anime l'UQAM, cette relève que nous formons, et qui conduit certainement au rayonnement de l'ensemble des activités qui se font à l'université. Permettez-moi donc tout d'abord de présenter le prix en recherche, création et création volet carrière, qui honore l'excellence du travail de 2 professeurs dont les dossiers exemplaires nous ont forcés, je dirais forcés, et ça a été avec grand plaisir, nous ont obligés à en faire des lauréats ex aequo, soit Théodore Krennick et Marie Bouchard. Voici un aperçu de leur parcours respectif. Théodore Gabriel, Krennick, mille excuses Théo, professeur au département d'analytique, opérations et technologies de l'information de l'École des sciences de la gestion, œuvre au sein de notre université depuis 1986. Véritable sommité dans son domaine d'expertise, professeur invité dans plusieurs universités partout sur la planète, titulaire de la chaire de recherche-innovation en planification des systèmes intelligents, de logistique et de transport, le professeur Krennick connaît une prolifique carrière dont les contributions, à la fois nombreuses, remarquables, ont mené à l'avancement fulgurant des savoirs dans son domaine. Grâce à son expertise, à celle de son équipe aussi, m'a-t-on demandé de préciser, Montréal constitue aujourd'hui l'un des tout premiers pôles mondiaux de l'application de la recherche opérationnelle dans les domaines du transport et de la logistique. Marie Bouchard, professeure au département d'organisation et ressources humaines de l'ESG également, est une véritable pionnière et référence scientifique reconnue mondialement dans le domaine de l'économie et de l'innovation sociale. Son engagement infaillible dans l'avancement de ces champs d'expertise au sein de notre société, je dirais même en fait en contribuant par le fait même à l'évolution de la société, est exemplaire. Par sa rigueur intellectuelle, ses publications convaincantes, de haute qualité, cette femme de vision aura influencé les politiques publiques du Québec ainsi que la loi sur l'économie sociale adoptée en 2013. L'influence de la professeure Bouchard aura également percolé jusqu'aux pratiques des acteurs sur le terrain. Le prix enseignement, volet carrière, récompense le travail exceptionnel d'une personne du corps enseignant. C'est à André Mondoux que revient cet honneur, professeur à l'École des médias. L'apport de M. Mondoux à l'UQAM est triple. Nous lui devons la création du baccalauréat en communication, volet médias numériques, et de 2 concentrations importantes à la maîtrise en collaboration avec ses collègues. C'est sans compter la mise à jour continue qu'il s'est engagé à faire et qu'il s'évertue à faire. À cet égard, nous lui devons récemment la création de 3 profils au premier cycle, soit médias numériques, jeux vidéo et intelligence artificielle. Sa philosophie pédagogique et la qualité de son encadrement en font un professeur grandement apprécié par nos étudiantes et nos étudiants. Son dossier de candidature regorge de témoignages en ce sens, tous touchants, véritablement tous touchants. Enfin, grâce à ses talents de vulgarisateur, ce professeur qui carbure, me dit-on, à l'innovation, parvient à partager son savoir, ses connaissances au grand public, faisant de ce fait également rayonner l'UQAM. Enfin, le tout dernier honneur décerné ce soir est celui du prix du rayonnement qui souligne la contribution exceptionnelle d'un membre de l'UQAM au rayonnement de l'université. Le parcours de sa récipiendaire, Marie-Ève Blanchet, est en tout point incroyable, étonnant. D'abord par son jeune âge, mais également par la particularité de son domaine d'expertise en kinésiologie pédiatrique, avec une spécialisation dans les troubles neurodéveloppementaux. Et Madame Blanchet me précise de mentionner également que c'est un travail d'équipe. Le dossier de candidature de cette professeure au département des sciences de l'activité physique ne tarit pas d'éloges à l'égard de sa grande capacité à développer des partenariats atypiques, à innover dans ses outils de diffusion du savoir également.
Ses très nombreuses participations à différents comités, congrès, conférences, plusieurs sous-invitations et recommandations montrent également son grand rayonnement. Autant à l'international également que sur la scène locale, cela procure un rayonnement exceptionnel à notre institution. Pour ainsi avoir fait voyager et reconnaître l'esprit UQAM, Madame Blanchet a toute notre reconnaissance. J'invite maintenant à mon tour les lauréates et les lauréats à me joindre sur scène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Théodore Gabriel Krennick, Marie Gilles Bouchard, André Mondou, Marie-Ève Blanchet. Quel dossier incroyable. Alors, je vais faire comme tous les autres, j'approche mon micro et je vous demanderai de faire la même chose. Je commencerai par vous, Monsieur Krennick, et je vais me permettre de vous appeler Théo, votre petit nom, parce que nous sommes quand même collègues au même département, dans une vie quelque peu ancienne. Théo, vous avez véritablement contribué à faire de Montréal ce pôle en recherche opérationnelle, en logistique. Qu'est-ce qui a motivé la carrière qui est la vôtre? Je vais vous voler 30 secondes d'abord. Allez voler. Pour dire merci à toi, Magda, mais à l'UQAM, aux collègues qui m'ont proposé, aux parents, à ma femme, aux enfants, à vous tous, surtout à mes étudiants et mes collègues. Sans eux, je ne serais pas là. En fait, ça s'accroche à la réponse parce que mon grand-père a travaillé pour le chemin de fer roumain il y a à peu près un siècle. Longue histoire. Alors, quand je suis arrivé à la fin de la maîtrise en début de doctorat et que mon superviseur m'a dit, tu sais, il y a le Canadien national qui voudrait faire une thèse, regarder la planification de services, ça permettrait à Montréal de commencer à travailler du côté transport de marchandises. Je me suis dit, on fait un petit tour, puis on revient un petit peu dans la famille, quoi. Moi, j'étais parti pour faire, je ne sais pas quoi exactement, mais j'avais fait d'autres choses en maîtrise, toujours de la recherche opérationnelle. Donc, ça a été comme ça, et après, le reste de l'histoire, comme on dit. D'accord, mais une histoire que vous avez quand même construite. Oui, oui, mais tous, je veux dire... C'est embarrassant d'être ici, Marie, n'est-ce pas? On en parlait tantôt. C'est embarrassant à la fin de la carrière comme au début de la carrière. Oui, mais c'est parce que c'est beau ce qu'on fait. On fait de la science, puis on l'applique à des problèmes qui ont un impact, où on peut voir les résultats. Parfois, on voit les désastres, mais la plupart du temps, on voit les beaux résultats. Et oui, je veux dire, ça nous pousse à continuer, ça nous pousse à travailler, mais on n'est jamais seul. Je veux dire, on n'est vraiment jamais seul. Quand vous parlez de pôle, il ne faut pas oublier que Montréal, c'est le plus grand pôle de recherche opérationnelle au monde, d'après les publications et l'impact qu'il a, et je suis humblement un rouage de ce pôle-là. Tout à fait, humblement, vous l'avez mentionné. Je dois dire à nos personnes étudiantes que nos professeurs aussi ont beaucoup d'humour, en fait, beaucoup de proximité et d'humour. J'enchaîne avec vous, Madame Bouchard. Pionnière en économie sociale, vous avez véritablement également développé, en quelque sorte, ce secteur. Qu'est-ce qui vous a motivé dès le début à développer ce secteur, ce champ disciplinaire, et influencer les politiques du gouvernement du Québec? D'abord, merci pour le prix, merci pour les personnes qui m'ont mise en nomination, merci d'avoir instauré ce prix, Magda. Je crois que c'était une initiative extrêmement riche. Je me rappelais quand j'ai reçu le prix qu'au moment de mon embauche à l'UQAM, lorsque j'ai présenté ma candidature, j'ai mis un dessin de Mafalda qui reçoit un représentant des ventes à la maison et qui demande de parler au propriétaire de la maison. Et Mafalda lui crie après en lui disant « Il n'y a pas de propriétaire ici, c'est une coopérative. » Et elle claque la porte. J'étais candidate au département des sciences administratives, c'était son nom à l'époque.
Je me disais, ils doivent savoir qui je suis avant de m'embaucher. Il faut quand même que je leur annonce mes couleurs. Mais ça annonçait déjà peut-être une carrière un peu marginale et un peu, du moins pour l'École des sciences de gestion, telle qu'elle était à cette époque-là. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'économie, il n'y a pas qu'une seule façon de faire des entreprises, d'entreprendre, de gérer, de distribuer la richesse. On peut le faire autrement, entre autres en distribuant les bénéfices aux personnes, aux collectivités et à la société. Ça peut apparaître évident, dit comme ça, mais il y a beaucoup de mythes qui sont à déboulonner. L'économie sociale, ce n'est pas une économie de pauvres, pour les pauvres, par les pauvres. Et ce n'est pas non plus une économie qui se dénature forcément dès qu'elle entre dans les ligues majeures. Il y a plus de travailleurs dans le monde dont l'emploi relève d'une coopérative que d'une multinationale. Or, dans nos enseignements, souvent, on ne parle que des multinationales. Mais je dirais que surtout, s'engager dans une voie de recherche émergente, ça ne se fait pas toute seule, comme le dit très bien mon collègue, certainement pas du haut d'une tour d'ivoire. J'ai eu la chance de me joindre à une équipe qui allait plus tard devenir le CRISE, le Centre de recherche sur les innovations sociales. C'est aujourd'hui un vaisseau amiral important dans le domaine, connu partout dans le monde. J'ai aussi pu côtoyer des grands réseaux d'économie publique et d'économie sociale à travers le CIRIEC Canada, dont nous avons le président ici, qui est Dr honoris causa de l'UQAM, et au CIRIEC international. Et la liaison et le transfert de connaissances que nous avions commencé avec la RUC en économie sociale se poursuit aujourd'hui avec Territoire innovant en économie sociale et solidaire. En somme, pour être motivé à faire ce genre de truc, il faut être bien entouré, je l'ai été. Merci. Ce genre de truc, quel serait le truc qui vous a rendu le plus fier, Marie? La réalisation. À part d'être ici ce soir. Mais je dirais que même, bon, la première, ce n'est pas une de mes réalisations, mais ma très grande fierté vient d'appartenir à un département, celui qu'on a nommé, d'Organisation et ressources humaines, où on a pu recruter 4 autres collègues en économie sociale. C'est une première dans le monde, je pense. 4 collègues avec lesquels on a pu développer en toute collégialité et avec énormément de plaisir des projets de recherche et d'enseignement. Je les nomme Annie Camus, Maude Léonard, Valérie Michaud, Sonia Teillo-Rosas. Parmi les réalisations qui furent marquantes pour moi, je vais en mentionner 2. Une, c'est lorsque j'ai amorcé les travaux pour le cadrage conceptuel et statistique de l'économie sociale au Québec. Je me lançais dans cette folle aventure. J'ai reçu une visite surprenante. C'était le directeur des statistiques économiques et sociales de l'Institut de la statistique du Québec. M. Camille Courchaine et son équipe nous offraient l'appui pour notre projet pilote qu'on menait à la Chaire de recherche du Canada en économie sociale. L'ISQ a par la suite adopté notre approche pour réaliser le premier portrait statistique de l'économie sociale en 2016, un exercice qu'il s'apprête à renouveler en 2023. Mes travaux sur les statistiques de l'économie sociale, donc amorcés à Montréal, au Québec, m'ont aussi valu l'invitation à travailler avec les organisations internationales de l'ONU. J'avoue avoir eu un moment d'émotion lorsque j'étais assise avec des représentants de tous les pays membres des Nations unies qui débattaient de propositions que j'avais préparées en amont avec l'équipe qu'on m'avait demandé de coordonner. Mais au final, Magda, une de mes plus grandes réalisations, celle dont je tire la plus grande fierté, c'est certainement ce prix. Entre autres parce qu'il montre qu'on peut s'intéresser à des phénomènes atypiques qui semblent marginaux au départ. Il montre par contre aussi que la recherche peut se faire autrement, en restant dans la frange hétérodoxe des disciplines dominantes et en s'impliquant activement auprès des milieux concernés sans perdre la distance critique qui est si importante à faire la science. Et c'est le genre de choses qu'on peut faire à l'UQAM, j'en suis fière. Merci, c'est vraiment un très beau témoignage, Marie. Merci beaucoup. Théo, pour vous, quelle a été cette réalisation qui vous rend le plus fier? Je peux me permettre de te dire que tu es une excellente professeure parce que tu poses des questions extrêmement difficiles. Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, comme je ne suis pas mauvais non plus, je vais tourner autour. Mais je vais te relancer, tu connais ma persévérance. Et je ne choisirai pas parmi mes enfants. Et donc, par contre, je suis extrêmement fier, et je ne répéterai pas ce que Marie a dit par rapport au département, je ne me permettrai jamais, mais je suis extrêmement fier d'avoir réussi tout au long de cette carrière, qui n'est pas finie, j'espère, de
de réussir une balance, un équilibre entre la science et l'application. Et l'application aussi large, et que ce soit géographiquement ou de niveau applicatif, que possible, ce qui a permis d'ouvrir des portes, ce qui a permis, entre autres, par exemple, de travailler sur les transports intelligents dans une ville smart, en tenant compte l'aspect social et environnemental des choses, qui a permis aussi un peu qui m'a donné l'occasion, je dirais, de mettre en œuvre mon plaisir et mon admiration pour la notion de l'agora, en aidant à créer 2 séries de conférences internationales, dont la première, on fête ses 30 années cette année-ci, qui réunissent à tous les 3 ans, dans 2 conférences différentes, les chercheurs intéressés dans ces domaines. Mais je dirais, et pour finir, que peut-être la plus grande réalisation que tous les profs font, mais que je m'attribue aussi, c'est la formation. La formation de spécialistes, de scientifiques, de femmes et d'hommes, je crois, avec une bonne balance de sciences et de social, ici et ailleurs dans le monde, et je pense que c'est de ça que je suis le plus fier. Merci. Et en fait, ça fait un lien assez fabuleux avec André. André qui a mis plusieurs années à essayer de nous convaincre technologie, pédagogie, mais je dirais à inspirer la relève, vraiment, puisque les témoignages dans le dossier qui est le vôtre relèvent vraiment de cette inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire pour la relève, André? Eh bien, je vais faire comme un bon pirate de l'air et rendre l'appareil. Et j'aimerais tout d'abord souligner, parce que ce n'est pas un travail unique, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à la création de médias numériques. Vous en avez glissé, Magda, quelques grands traits. Tout ça a commencé par, il faut le souligner, la préscience du directeur de l'École des médias, Yves Thierret, à l'époque, qui a dit « Hey, on développe le numérique ». J'ai eu la chance de côtoyer mon confrère d'armes, Marc Ménard, à qui j'ai appris la joie de la collaboration, la rigueur intellectuelle et du scotch. Pas nécessairement dans cet ordre. Ça, on avait dit qu'il ne fallait pas le dire, tu sais. Ça, il fallait pas le dire. Je veux également souligner une personne qui a été très associée à la création de médias numériques, qui a été un complice et un travailleur acharné de la première heure, et c'est Mazel Budaoui, à qui je dois beaucoup. Et enfin, notre ami Théo l'a bien esquissé, c'est-à-dire pourquoi travailler avec la relève. Eh bien, c'est ça, doctrine, c'est de recevoir et de passer au suivant. Et ça a été mentionné, je pense, on l'a vu avec les présentations avant celle-ci, que la force, la sève la plus nourricière pour moi de la science, c'est au niveau des cycles supérieurs. Et ça se prépare dès le baccalauréat aussi. Donc, ça forme un tout. Et en terminant, vous me permettrez de remercier celles et ceux qui ont eu à tout endurer, pas juste les bons côtés de cette reconnaissance, et c'est ma famille. Merci. Mais je vais aller encore quand même plus loin. La relève vous inspire, me dit-on, mais vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qui vous inspire précisément dans cette relève? Parce que vous avez vraiment, je ne dirais pas un attachement, mais presque, à ces personnes que vous côtoyez. Donc, quel est cet ingrédient? Vous savez, Oscar Wilde disait « Pour nous punir, les dieux exaucent nos désirs ». Alors, voilà, on veut faire une vie de recherche et tout, et on se fait prendre par les thèses, l'administration, les rencontres. Alors, au final, on poursuit nos recherches de façon mandataire avec celles et ceux qui, justement, à la maîtrise, au doctorat, nous enseignent, hein, littéralement, puisqu'ils doivent apporter quelque chose de nouveau. Et même au bac. Et voilà pourquoi j'essaie toujours de garder des cours au baccalauréat, parce que c'est là où on est près des lignes de front. J'aime beaucoup arriver avant les cours et y traîner. Non pas parce que je suis payé à l'heure, ça n'a rien à voir, mais c'est surtout parce que c'est l'occasion de voir ce qui se passe. Quelles applications ils utilisent sur le téléphone? De quoi parlent-ils? Quel est l'impact du numérique?
Et ça aussi, je suis particulièrement fier qu'à l'UQAM, nous avons une vocation sociale, entre guillemets, et nous avons pu aborder avec Médias numériques de s'attacher non pas à la technique comme telle, mais aux enjeux sociaux. Et ça, il n'y a pas beaucoup de places qui l'ont fait. Et en ce moment, au moment où la plupart des universités commencent à ouvrir des programmes, nous sommes déjà à former des doctorants et doctorantes qui sont issus de ça. Ça, c'est une grande fierté, puisqu'ils et elles vont pousser plus loin nos efforts tels que ça doit être dans la vie. Vous n'échapperez pas à la même question, et vous avez fait du numérique un des aspects majeurs pour l'UQAM, les médias, le programme de doctorat. Quelle serait pour vous cette importante réalisation que vous souhaitez mentionner? Eh bien, cette idée que dire que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est surtout pas neutre. Et dans cet aphorisme, il y a là toute la tâche à accomplir, surtout en ce moment où on le voit avec le déploiement de l'intelligence artificielle qui affecte beaucoup. Alors, il faut parler d'éthique. Encore une fois, c'est un chantier sur lequel nous travaillons. Il faut aussi ramener, je pense, l'humain dans l'équation parce que ça va terriblement vite. Et puis, vous aurez douté que pour un sociologue, une période de distanciation sociale, ça a été cruel. Donc, vivement de retrouver justement ce terrain, ce terroir fertile que sont les étudiants et les étudiantes. Merci. Marie-Ève, ce soir, vous remportez, quant à vous, le prix vraiment, rayonnement. Et vous avez voulu vous spécialiser en kinésiologie pédiatrique, notamment dans les troubles, comme je l'ai mentionné, neurodéveloppementaux. Qu'est-ce qui vous y a mené, Marie-Ève? Bien, en fait, c'est le grand potentiel de l'activité physique sur le développement, le soutien des réseaux qui vont permettre ensuite à l'enfant de pouvoir s'intégrer dans la société, de pouvoir bouger, de jouer avec ses amis et de devenir un meilleur humain de demain. Notamment parce que le cerveau, c'est comme une boule de plasticine, en fait. Donc, au début, quand on la sort, c'est très malléable, c'est très flexible, mais avec le temps, elle devient un peu plus sèche, puis plus difficile à malayer. Donc, c'est un peu ça. L'enfance, c'est une période critique pour le développement, notamment le développement sensorimoteur qui m'intéresse particulièrement. Vous avez développé une bande dessinée, et là je dois lire véritablement mes notes, la bande dessinée qui a été utilisée par les professionnels de Sainte-Justine et en particulier aussi un jeu de société qui est traduit aussi en 8 langues. Et vous avez mobilisé la créativité pour dire en quelque sorte comment diffuser la science, et vous avez choisi la bande dessinée et le jeu. Quelle belle inspiration. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette façon de diffuser vos travaux? Bien, en fait, à la base, c'est un peu, je vois mes collègues, puis aussi la super relève là, qui a discuté tantôt avec passion, puis d'innovation. Je chantais beaucoup d'innovation basée sur leur intérêt, leur passion, leur cause. Mais c'est un peu la même chose. Oui, il faut publier des articles scientifiques, faire avancer la connaissance, mais aussi, ultimement, quand on sait très bien scientifiquement, c'est démontré que ça prend 10 ans avant que ça retourne sur le terrain, la connaissance que l'on crée dans nos laboratoires, et que moi, j'ai toujours gardé un pied sur le terrain en parallèle à mes études. Assurément, le pont, il était tout naturel de développer, notamment Nimbly, qui est la plateforme de jeux de société que vous parlez. Puis celle-ci a été inspirée par ma fille. Donc, c'est à travers le système écologique dans lequel j'évolue, je suis inspirée par plusieurs personnes et je suis bien entourée, donc ça me permet de pouvoir poursuivre puis de me dire, bien là, nous, on est des nouveaux chercheurs, on arrive dans une ère numérique où est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, où est-ce qu'on doit innover en recherche pour pouvoir diffuser nos connaissances, puis j'ai à cœur que ce soit utile pour la suite, parce que c'est ce qui me donne un peu la motivation pour que je puisse continuer d'avoir autant d'énergie. Bien, c'est mon petit why, là, tout le petit why, les yeux qui brillaient des filles que vous avez vues précédemment. Puis aussi, cette semaine, on a eu le privilège d'assister aux 5 nouvelles boursières femmes de l'UQAM, qui est aussi femmes de sciences, qui sont aussi... Ils ont été récompensés cette semaine et c'était vraiment incroyable comme profil.
Donc, je suis comme la génération juste au-dessus d'elle. Donc, je suis convaincue qu'eux aussi vont pouvoir innover en recherche. Et au lieu de faire des rapports qui ramassent la poussière, bien, je me dis concrètement, en travaillant avec les acteurs sur le terrain, qui, eux, ils ont une expertise incroyable. Il y a plein de gens multiculturels qui arrivent avec différentes lunettes qui nous permettent de tout mettre ça en commun et de trouver des solutions applicables directement en attendant que la science continue d'évoluer, puis qu'on puisse reconnaître des traitements, des évaluations systématiques pour identifier les jeunes qui ont des besoins et ne pas attendre sur des listes d'attente et que les parents sont un petit peu pris au dépourvu pour pouvoir soutenir leurs enfants. Bien, pendant ce temps-là, ils vont avoir des outils concrets pour pouvoir soutenir leur développement pendant que leur boule de plasticine est plastique, comme je vous expliquais préalablement. Merci pour cette belle image, une boule de plasticine. Je ne l'aurais jamais eue, sincèrement. Je vais terminer avec vous, Marie-Ève, mais si vous souhaitez réagir, chers collègues, n'hésitez pas, par une anecdote. Donc, vous êtes dans un congrès, une conférence d'ouverture d'un congrès international et on vous demande presque à pied levé de remplacer l'astronaute David Saint-Jacques. Expliquez-nous, que s'est-il passé? Donc, je vous assure, là, ils n'ont pas regardé tout le bottin des scientifiques puis on dit « Ah, c'est Marie-Ève Blanchet, c'est un concours de circonstances parce que j'étais déjà à ce congrès-là. » Et là, on est en fin d'après-midi, un dimanche. J'arrive d'un week-end plein air avec ma sœur Janie et je reçois un appel. « Marie-Ève, on est mal pris. David a eu un accident. » Moi, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est David Saint-Jacques. Et là, vous allez parler avec Luc Sirois, l'innovation, l'entrepreneuriat au Québec, l'importance de la recherche. Et là, moi, je me suis dit, quelle belle opportunité de dire aux gens qu'à l'UQAM, il y a de la science pure qui se fait à des très hauts niveaux, parce que souvent, dans les médias, il y a un petit peu une espèce de risée. C'est facile de dire « Ah, l'UQAM, c'est moins ci, moins ça », mais je trouvais très important de mettre de l'avant le fait que j'ai des collègues exceptionnels qui se démarquent sur la scène internationale, puis de dire tout le potentiel qu'on pourrait faire en recherche partenariale, vu mon profil atypique, comme j'ai œuvré dans différents réseaux de la recherche. Donc, quand j'ai fini l'appel, comme on dirait en termes scientifiques, j'ai pogné 2 minutes. J'ai googlé, puis je me suis dit, c'est vraiment l'astronaute là, que je remplace qui s'était blessé dans un accident de ski. Donc, j'ai rapidement écrit à Isabelle Marcotte, notre vice-doyenne, qui a pris son courriel malgré le dimanche en m'excusant. Mais là, j'aurais besoin de savoir plus où est-ce qu'on s'en va comme stratégie d'innovation à l'UQAM, qu'est-ce que je pourrais parler, mettre de l'avant. Et de là, le lendemain matin, je suis arrivée avec un café et show must go on, comme on dit. J'ai discuté avec Luc Sirois, que je ne savais pas, qui était le nouveau chef de l'innovation au Québec. Et j'ai pu encore une fois faire des ponts avec ce qu'on fait, ce qui se développe, vers où est-ce qu'on s'en va. Puis lui a pu me dire quelques petites primeurs, je pourrais dire, que par la suite, j'ai pu collaborer là, avec nos collègues pour dire, bien, il y a ça qui s'en vient, il y a ça qui s'en vient, préparez vos choses si ça vous intéresse. Puis c'est ça la petite anecdote. Alors, merci beaucoup de cette générosité et pour nous l'avoir raconté, parce que dans votre dossier, ce n'était pas mentionné, mais on l'a trouvé par la suite en préparant la cérémonie d'aujourd'hui. À chacune et à chacun d'entre vous, toutes nos félicitations. Une belle main d'applaudissements. Merci. Merci aux organisateurs pour la soirée, c'est très gentil.